Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de corriger l'ensemble des exercices qui étaient à faire dans le TD sur la résistance électrique. Commençons par la lecture du premier exercice. Des conducteurs sans résistance. La résistance d'un fil métallique, comme par exemple le filament d'une lampe à incandescence, augmente avec la température. À très basse température, cette résistance diminue et la résistance électrique de certains matériaux devient nulle en dessous d'une température dite critique. Le matériau est alors supraconducteur. Pour le mercure, par exemple, la supraconductivité apparaît à la température extrêmement basse de moins 269 degrés Celsius. En 1998, les physiciens ont mis au point des matériaux supraconducteurs à la température de moins 73 degrés Celsius, facilement atteignables avec l'azote liquide. L'intérêt d'un matériau supraconducteur réside dans le fait que les courants électriques très intenses peuvent y circuler sans échauffement, donc sans perte d'énergie. Ces courants électriques circulant dans des supraconducteurs créent des champs magnétiques très forts indispensables dans certaines applications. Les appareils d'analyse IRM d'imagerie par résonance magnétique ou scanner, les projets de train ou métro à sustentation magnétique. Première question, qu'est-ce que la supraconductivité? Et voici la réponse que je vous propose. La supraconductivité est le phénomène observé lorsqu'un matériau n'oppose aucune résistance électrique lorsqu'il est traversé par un courant électrique. Notons que ce phénomène est observable uniquement lorsque la température est inférieure à un seuil critique. Seuil critique qui dépend du matériau dont on veut obtenir la supraconductivité. Passons maintenant à la question numéro 2. Alors la question numéro 2, elle nous dit quel est l'intérêt des matériaux supraconducteurs? Alors la réponse est dans le texte. Tout matériau possède une résistance interne qui limite le passage du courant électrique. On observe donc une perte d'énergie sous forme thermique, voire effet Joule du cours. Lorsqu'un matériau est supraconducteur, il n'oppose aucune résistance électrique. Ainsi, l'énergie peut être transportée sans perte d'énergie et ça n'est pas négligeable, c'est quand même très important. Question suivante. Dans quel domaine technique les applications de la supraconductivité sont-elles développées? Alors là, la réponse est dans le cours. On l'a ici. Voici la réponse que je vous propose. D'après le document de référence, la supraconductivité est applicable dans les domaines des transports, métro à sustentation magnétique, ou bien dans l'imagerie médicale, IRM. Passons maintenant à la correction de l'exercice numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet exercice? L'exercice numéro 2, c'est-à-dire le numéro 13, nous dit « Calculer la tension U aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R égale 68 ohms, traversé par un courant d'intensité I égale 250 mA. » Alors là, la réponse que je vous propose est la suivante, regardez bien. Exercice numéro 13. Donc la loi d'Ohm nous dit la chose suivante. U est égal à R fois I. Or, nous avons R, 68 ohms, nous avons I, 250 mA, qu'il va falloir convertir en ampères en multipliant par 10 puissance moins 3, c'est-à-dire en divisant par 1000, et on obtient la réponse de 17 volts. Question suivante. Elle nous dit, calculer l'intensité I qui traverse un conducteur ohmique de résistance R égale 1 kΩ, c'est-à-dire 1000 ohms, aux bornes duquel règne une tension de U égale 2 volts. Et là, voici la réponse que je vous propose. Toujours d'après la loi d'Ohm, on a I est égal à U sur R. On exprime l'intensité en fonction de la résistance et de la tension. C'est ça, cette expression qui permet de le faire. I, donc U, je le remplace par 2, et R, je le remplace par 1 fois 10 puissance 3, car je convertis les kiloohms en ohms. Et j'obtiens la réponse de 0,002 ampères, ce qui est aussi égal en écriture scientifique à 2 fois 10 puissance moins 3 ampères. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. On va passer tout de suite à la question suivante. 3. Calculer la résistance R d'un conducteur ohmique traversé par un courant d'intensité I égale 5 ampères et soumis à une tension de U égale 220 volts, toujours d'après la loi d'Ohm. On a R est égal à U sur I, on remplace U par 220 et I par 5 et on obtient la réponse de 44 ohms. Voilà, c'était les trois applications possibles de la loi d'Ohm, j'espère que c'est clair pour vous. On passe tout de suite à l'exercice suivant. Alors l'exercice suivant, c'était l'exercice 14. On note respectivement U, la tension aux bandes d'un conducteur ohmique, et I, l'intensité du courant qui le traverse. On relève expérimentalement les valeurs des couples UI. Donc regardez bien, dans ce tableau, ici sur la première ligne, nous avons différentes valeurs de tension, auxquelles correspondent ces différentes valeurs d'intensité. Alors quel est le montage électrique qui permet d'acquérir ces valeurs-là? Alors voici le montage que je vous propose, il est ici. Donc ici, un générateur de tension variable pour pouvoir choisir les différentes tensions qui sont présentes dans le tableau. Ensuite, un ampèremètre qui va permettre de mesurer l'intensité du courant qui circule dans la résistance. Également, un voltmètre aux bornes de la résistance qui va permettre de mesurer la tension électrique aux bornes de la même résistance. Enfin,
on va obtenir le tableau qui est présent dans l'énoncé de l'exercice, ce tableau-ci. Donc le tableau que vous voyez ici. Donc c'est les mêmes valeurs qui sont dans le tableau, hein. Maintenant, si je décide de tracer le graphique qui correspond à ce tableau, j'obtiens le graphique suivant avec en ordonnée la tension électrique en volts et en abscisse l'intensité du courant en milliampères. Maintenant, j'ai tracé la droite qui tente de passer au maximum par l'ensemble des points qui sont présents. On passe maintenant à la question suivante, qui nous dit calculer une valeur approchée de la résistance R du dipôle. Et voici la réponse que je vous propose. D'abord, d'après la loi d'Ohm, on sait que U est égal à R fois I. Ça veut dire que U est proportionnel à I, et que le coefficient de proportionnalité, c'est R. Maintenant, pour obtenir le coefficient de proportionnalité sur une droite, en fait, il suffit de calculer son coefficient directeur. Pour cela, je vous propose de choisir deux points, le point A et le point B. Donc ces deux points vont avoir des coordonnées. Donc les coordonnées de ces deux points, on les a ici. Vous faites une lecture graphique. Donc le point A, il a pour coordonnées ses coordonnées. Le point B, il a pour coordonnées ses coordonnées. Et nous, pour calculer la valeur de la résistance R, il va falloir qu'on calcule le coefficient directeur de cette droite que vous voyez ici. Avec quelle formule? Avec la formule suivante. R est égal à YB moins YA sur XB moins XA. Ici, vous avez l'application numérique. Voilà. 5,81 moins 2,32 divisé par 32,4 moins 12,98. On multiplie le dénominateur par 10 puissance moins 3 pour convertir les milliampères en ampères, et on obtient la réponse de 180 ohms. On passe maintenant à la question numéro 4 de cet exercice. Déterminer sans calcul l'intensité I qui traverse le conducteur ohmique quand il est soumis à une tension de U égale 5 volts. Pour cela, il va suffire de faire une lecture graphique. Donc je vous propose de faire la lecture graphique suivante. Regardez bien. Donc on prend le graphique, on se place à 5 volts en ordonnée, on avance horizontalement jusqu'à la droite, et puis on descend verticalement jusqu'à l'axe des abscisses, et ici on fait une lecture graphique de 27,88 mA. Passons maintenant à l'exercice suivant. L'exercice suivant, il est là, c'est le numéro 15. Alors ici, vous avez un circuit, un générateur qui est une pile, au bord duquel on a une tension U, une résistance R1, une résistance R2, et nous avons aussi une intensité qui circule dans ce circuit électrique qui est la même partout. Première question. Calculer les valeurs des résistances R1 et R2. Bon, pour calculer les valeurs de résistance, on sait comment on fait, on utilise la loi d'Ohm de la manière suivante. Regardez bien. Donc, la loi d'Ohm nous dit que R1 est égal à U1 sur I, nous avons U1 qu'on remplace par 7,5, nous avons I qui est égal à 75, mais c'est des milliampères, donc pour les convertir en ampères, on multiplie par 10 puissance moins 3 et on obtient 100 ohms. On fait la même chose pour la résistance R2, seule la valeur de la tension U2 change qui est de 16,5 et on obtient 220 ohms. Maintenant, on peut passer à la question suivante. Alors la question suivante, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit calculer la tension U aux bandes du générateur, puis la valeur de la résistance unique R soumise à la tension U serait traversée par un courant électrique d'intensité I. D'abord, on va calculer la tension U aux bornes du générateur. Pour cela, je vous propose d'utiliser la loi d'additivité des tensions dans un circuit en série. Donc, d'après la loi d'additivité des tensions dans un circuit en série, on a U est égal à U1 plus U2. On obtient 7,5 plus 16,5, ce qui fait 24 volts. Maintenant, on va devoir calculer la valeur de la résistance équivalente aux deux résistances R1 et R2 qui sont branchées en série. Donc pour cela, il ne faut pas se prendre la tête, on applique les formules qu'on a bien apprises, donc on sait que R c'est égal à U sur I. Et la tension U qu'on aurait aux bornes de cette résistance théorique équivalente est U égale 24 volts. Et l'intensité du courant est toujours la même dans un circuit en série, donc 75 fois 10 puissance moins 3, et on obtient 320 ohms. Et on remarque bien que 320 est bien égal à 100 plus 220. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Quelle est la morale de l'histoire? La morale de l'histoire serait de dire que lorsqu'on a deux résistances qui sont branchées en série, la résistance équivalente à ces deux résistances serait une seule et même résistance de valeur 320, c'est-à-dire la somme des deux résistances. On passe maintenant au dernier exercice de cette feuille d'exercice. Allons-y. Alors ici, on a un circuit, une pile,
au borne duquel règne une tension électrique U, une intensité I dans la branche principale, une intensité I1 dans la première branche dérivée, une intensité I2 dans la deuxième branche dérivée, deux résistances en parallèle, R1 et R2, de valeurs différentes a priori. L'objectif de l'exercice est de savoir quelle serait la valeur de la résistance équivalente à ces deux résistances R1 et R2. C'est-à-dire que si on devait remplacer ces deux résistances en parallèle par une seule et même résistance, quelle serait la valeur de cette résistance? C'est la question qu'on va se poser dans cet exercice. Pour répondre à cette question, on va suivre méticuleusement l'ensemble des questions. Première question, écrire la loi d'Ohm pour chacune des résistances R1 et R2 en fonction des intensités I1 et I2. Alors, regardez la réponse que je vous propose. Donc, première question, d'après la loi d'Ohm, nous avons U1 est égal à R1 fois I1 et U2 est égal à R2 fois I2. On applique simplement les formules que nous avons apprises dans le cadre du cours. On peut passer maintenant à la question suivante qui nous dit exprimer la tension U aux bornes du générateur en fonction de la résistance équivalente unique R qui serait traversée par un courant d'intensité I. On ne va pas se poser de questions. On sait que la loi d'Ohm c'est U égale RI, donc on l'applique. Donc on obtient la chose suivante, regardez, question B, on a d'après la loi d'Ohm, U est égal à R fois I. On lit la question, on extrait les informations et on applique le cours et on obtient la réponse. C'est aussi simple que cela. Question suivante. Écrire la relation entre I, I1 et I2. Donc I, I1 et I2, regardez, ici vous avez I, ici vous avez I1 et ici vous avez I2. Et ici à ce niveau-là, le courant d'intensité I se divise en deux courants d'intensité I1 et I2. Donc c'est la loi des nœuds ou alors la loi d'additivité des intensités dans un circuit en dérivation. On sait que l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans toutes les branches dérivées. Donc I est égal à I1 plus I2. C'est la réponse que je vous propose ici. Regardez bien. D'après la loi d'additivité des intensités dans un circuit en dérivation, on a I est égal à I1 plus I2. Passons maintenant à la question suivante, qui nous dit écrire la relation entre U, U1 et U2 à l'aide de la loi d'unicité des tensions. Vous savez que dans un circuit en dérivation, comme celui-ci, la tension aux bornes de la branche principale est égale à la tension aux bornes de chaque branche dérivée. Donc U est égal à U1 qui est égal à U2. C'est ce qu'on a vu dans le cours et c'est la réponse que je vous propose ici, regardez. D'après la loi d'unicité des tensions dans un circuit en dérivation, on a U est égal à U1 qui est égal à U2. Question suivante. Et ça sera la dernière question de cet exercice. Exprimer R, c'est-à-dire la valeur de la résistance équivalente aux deux résistances en parallèle, c'est-à-dire que si on devait remplacer les deux résistances en parallèle par une seule et même résistance, quelle serait la valeur de cette résistance? Donc exprimer R en fonction de R1 et R2 à l'aide des relations obtenues précédemment. Et voici la réponse que je vous propose. C'est vrai que c'était une question assez difficile, il fallait faire beaucoup de recherches. En fait, il fallait jongler avec toutes les formules qu'on vient d'obtenir au préalable. Donc regardez comment je vous propose de procéder. D'abord, on va écrire la loi d'Ohm, R est égal à U sur I. En fait, c'est la question B qui nous donne cette réponse. Regardez, dans la question B, on avait U est égal à R fois I, donc R est égal à U sur I. Voilà. Maintenant, on sait d'après la question C, souvenez-vous, on avait écrit d'après la loi d'additivité des intensités dans un circuit en dérivation que I est égal à I1 plus I2. Donc je vais pouvoir remplacer le I qui est là par I1 plus I2. Pour l'instant, tout va bien, on avance petit à petit. Maintenant, d'après la question A, on sait que I1 c'est U1 sur R1 et que I2 c'est U2 sur R2. Regardez, U1 c'est R1 fois I1, donc I1 c'est U1 sur R1. U2 c'est R2 fois I2, donc I2, ça sera U2 sur R2. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, regardez. I1 c'est ça et I2 c'est ça. Et je vais pouvoir remplacer I1 et I2 par U1 sur R1 et par U2 sur R2. C'est ce que j'obtiens ici, regardez. Donc je remplace I1 par ça et I2 par ça. Pour l'instant, tout va bien, on avance petit à petit. Maintenant, on a écrit la loi d'unicité de la tension électrique dans ce circuit. Regardez, U qui est égal à U1 qui est égal à U2. Donc, ça veut dire que U1 et U2, je vais pouvoir les remplacer par U. C'est ce que je fais dans la suite, regardez. Je remplace U1 et U2 par U. Maintenant, je vais pouvoir factoriser par U au dénominateur. Regardez, c'est ce qui va me donner U fois 1 sur R1 plus 1 sur R2. Pour vérifier que c'est correct, vous pouvez développer U dans la parenthèse, on va obtenir de nouveau cette même expression. Maintenant, au numérateur et au dénominateur, on a eu un facteur commun. On va pouvoir simplifier. C'est ce qui va nous permettre d'obtenir, regardez, on va barrer U en haut et en bas, et on obtient R est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2.
on a bien obtenu la valeur de la résistance équivalente aux deux résistances qui étaient branchées au préalable en dérivation. Et regardez, ce qui est fort, c'est que cette résistance R équivalente, on l'a exprimée uniquement à l'aide des deux résistances qui étaient au préalable présentes dans le circuit. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en espace de commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour un tout nouveau chapitre.